Les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. La restauration sonore et musicale, une recomposition. Table ronde animée par Antoine Guyot dans le cadre des rendez-vous du documentaire de patrimoine. Bonjour à tous. Alors, un petit mot rapide juste pour vous souhaiter la bienvenue, puisqu'on a pris un tout petit peu de retard ce matin. Donc, c'est le vendredi depuis 2019, mais en fait depuis 2022, puisqu'on a eu, ce que vous savez, 2 années où ça a été plus compliqué de se retrouver au Centre Pompidou. C'est la journée des rendez-vous du documentaire de patrimoine, donc une journée essentielle, je crois, pour rendre compte de l'histoire du cinéma, une autre histoire du cinéma, celle du film documentaire, de l'essai. Et on commence toujours par une table ronde que Antoine Guyot, depuis le début, accepte de modérer, et je le remercie très chaleureusement d'accepter à chaque fois nos propositions. Cette année, on s'est dit que ça serait bien de s'intéresser à la restauration des films du côté du son et à se poser une question. Est-ce que finalement on fait de la recomposition, de l'invention, et qu'est-ce que c'est que cette restauration du son, et aussi le travail qui est fait souvent sur les films non sonores, de rajouter de la musique. Voilà, vous allez parler de tout ça cette matinée, et je laisse Antoine Guyot présenter ses invités. Merci beaucoup, bonjour. Oui, je suis toujours ravi d'animer ces rencontres, surtout aujourd'hui, évidemment, puisqu'il est question de son, et que moi j'écoute beaucoup les films, parfois plus que je ne les regarde. Donc je suis ravi de voir comment est-ce qu'on aborde tout ça, d'autant que souvent, mais vous allez peut-être nous démentir, en tout cas dans vos pratiques, quand on voit des films restaurés, on a l'impression qu'on a beaucoup investi sur l'image et assez peu sur le son. Donc, vous allez nous dire si le son est le parent pauvre ne doit pas l'être, ou si ça se restaure pareil, différemment. Voilà. Bon, je vous provoque un peu. Mais vous faites très bien votre travail, hein, évidemment. Alors, je vais commencer à ma droite par Vincent Fromont, qui est responsable de l'activité restauration et mastering radio à l'INA, qui est spécialisé notamment dans le documentaire audiovisuel, m'a-t-on dit, lié à l'univers de la musique, et qui va nous raconter un peu comment est-ce qu'on restaure le son dans cette belle maison qu'est l'INA. À vos côtés, Laurence Braunberger, vous êtes productrice, vous êtes gérante des Films du Jeudi, une société qui est bien connue, puisque c'est la société de production qu'avait créée votre père il y a 60 ans, 1964, votre père Pierre Braunberger. Vous avez un catalogue phénoménal avec 100, j'ai compté les derniers, 111 longs métrages, 165 documentaires, 130 courts métrages. Voilà, alors c'est les Films du Jeudi, mais aussi de la Pléiade et du Panthéon, ce qui fait que le réuni. catalogue commence dans les années 20. Voilà, donc un des plus grands, derniers grands catalogues de films indépendants. Vous êtes venu accompagné d'un complice avec qui vous restaurez les films et qui fait la musique de beaucoup des films que vous restaurez, puisque Mauro Cocceano. Vous êtes musicien, vous êtes compositeur, vous êtes né en Italie, comme votre nom l'indique. Vous faites des musiques pour le théâtre et aussi, en ce qui nous concerne, beaucoup de ciné-concerts et de sons, donc de films enregistrés. Vous avez même enseigné l'accompagnement de films au Conservatoire de Saint-Ouen. Je ne me trompe pas ? Non, c'est pas... À votre droite, quelqu'un qui me semble est né lui aussi en Italie. Il s'appelle Enrico Camporesi. Il est ici chez lui puisqu'il est responsable de la recherche et de la documentation au service de la collection film du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. Donc, dans ce cadre, vous organisez des programmations films comme vidéo, des expositions en France et à l'international. Vous êtes aussi théoricien du cinéma expérimental et vous êtes auteur d'un livre sur la restauration du film d'artiste, ce dont on va parler avec vous, Futur de l'obsolescence, un très beau titre, aux éditions Mimesis. Encore un musicien à côté de vous, Rodolphe Burger, doit-on le présenter, musicien, compositeur, mais
on ne le sait peut-être pas, auteur de nombreuses bandes originales pour le cinéma, notamment avec Rabah Merzaimesh, Olivier Assayas, Pedro Costa et autres, et puis aussi donc, de la version restaurée de ce film complètement dingue qui a 110 ans aujourd'hui, In the Land of the Headhunters d'Edward S. Curtis, qui avait ressorti en salle Capricci, et dont vous allez nous parler tout à l'heure. Et puis enfin, tout au bout là-bas, Léon Rousseau, vous êtes ingénieur du son, vous êtes mixeur, vous êtes aussi compositeur et restaurateur sonore, le tout au studio LE Diapason, qui est un acteur très important, incontournable de la restauration sonore pour le cinéma depuis 2002. Vous êtes aussi mixeur de 2 films de Julien Faro, que vous avez peut-être vu ici, dont on verra des extraits tout à l'heure, L'Empire de la Perfection et Les Sorcières de l'Orient. Il y a toujours un talent du titre, notamment chez Julien Faro. On va peut-être commencer à nous expliquer qu'est-ce que c'est que la restauration sonore, comment on la pratique, et peut-être déjà comment on l'a pratiquée il y a 60 ans, parce que Vincent Fromont, vous nous avez fait une sorte de mise en abîme. Vous nous avez montré des films d'archives qui parlent de restauration. Alors, on va vous donner un micro. Si Laurence, vous voulez bien lui parler, passez le vôtre. Oui, alors vous allez voir... alors, la mise en bouche, c'est quelques archives audiovisuelles. Alors, je m'occupe principalement de radio, voire... uniquement de radiophonie, mais nous avons quelques archives audiovisuelles. Là, vous allez voir un kinéscope, je précise, non restauré, mais dont la qualité est suffisante et le son est suffisamment bon pour que vous puissiez découvrir. Je ne vais pas en dire trop, parce que je trouve que la surprise est intéressante. Alors, on commence par du pur son, ça on peut le dire quand même, puisque vous faites de la radio. Alors on commence par le pur son. Est-ce qu'on fait une petite... On commence par lequel ? Alors, on commence par un extrait d'il y a 60 ans, l'année où Pierre Braunberger créait les films du jeudi, 24 juillet 1964. Alors, j'ai apporté avec moi... parlez dans le micro, sinon... Ça va aller très vite. J'ai apporté avec moi un précis d'histoire de la radio et de la télévision, parce que c'est toujours sympathique de savoir ce qui s'est passé l'année où vous allez voir et où écouter les archives. Bon, 64, sans avoir besoin de regarder, déjà, on peut dire que c'est le premier concert des Beatles en France. Alors, journal télévisé régional à Rennes, hein, pour les Bretons, ça c'est intéressant. 28 mars, Radio Caroline, hein, voilà les radios, la radio que vous connaissez certainement. Alors, la caméra invisible, ça vous dit quelque chose, Jacques Rouland, Jacques Legras, donc c'est aussi 64, mais c'est surtout évidemment 64 l'ORTF, donc la radio-télévision française qui devient l'ORTF. On va s'arrêter là. 64, on vient d'entrer dans cette maison de la radio. Et donc là, on est dans les nouveaux locaux. Voilà, alors c'est une émission qui s'appelle Magie et vérité des sons. Guy Erisman, producteur, interroge Lise Caldagues, qui est chef du service phonographique de la maison de la RTF. Vous dormez bien, Vincent Fromont ? Il m'arrive parfois de me faire un peu de soucis. Là, ce qui est intéressant... dans cet extrait, et c'est de voir de quelle manière on accepte finalement ce travail qu'on appelle rénovation à l'époque. Hein. Alors, le vocabulaire, je ne sais pas si on va certainement en parler, mais est important. Comment on accepte dans l'acte de travailler sur du son d'utiliser tel ou tel mot pour décrire son travail. Voilà. Moi, ce que j'aime aussi, c'est à la fin, vous voyez, ce moment où elle se lâche, en fait. C'est une femme très digne. On le verra peut-être dans les archives images. Là, d'un seul coup, face à cette phrase absolument terrible, elle lâche tout, quoi. Voilà. C'est l'époque où en radio, tout était écrit. Absolument. On n'improvisait pas du tout. Alors, deuxième extrait de la même émission, là, qui va poser une problématique qui vous est très actuelle. On écoute le deuxième extrait. C'est toujours sonore uniquement. Alors on a bien avancé quand même, hein. Grâce au plan de sauvegarde de l'État, donc dans début des années 2000, on lance un grand plan de sauvegarde. Là, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est le rapport à l'obsolescence et la capture du message par une technologie. Donc c'est pareil, on en parlera peut-être certainement, mais là c'est très symptomatique d'une technologie propriétaire, en tout cas suffisamment éloignée d'un support universel pour qu'on doive en urgence transférer l'ensemble de ces sons, alors de qualité plutôt pas si mal que ça, sur un nouveau support qui est la bande magnétique, qui d'ailleurs, on ne l'entend pas là, mais dénoncé aussi par Madame Caldagues, puisqu'on peut effacer la bande magnétique, contrairement au disque gravé qui restait sous sa forme originale, qui pose d'autres problèmes par ailleurs.
On s'en est pas privé d'effacer, de faire tomber des bandes magnétiques. Ça fait des très belles chandelles et ça fait des cauchemars. Alors, comment dire, la technologie de stockage actuelle, vous lui donnez quelle pérennité? Alors, la technologie de stockage actuelle, ce sont des fichiers sur des cassettes numériques, hein, dans des robots. Pour ceux qui connaissent un peu la technologie numérique, en fait, aujourd'hui, on est obligé régulièrement de recopier ces fichiers. Alors l'avantage, c'est qu'en numérique, si c'est bien fait, on ne perd rien de la qualité du fichier original, entre guillemets, celui qui sert de source. Mais par contre, la fatalité, c'est qu'on ne peut plus s'arrêter d'être dans cette dynamique de recopie. L'autre chose, c'est qu'en numérique, on sait très bien que contrairement à l'analogique, on est dans un format terminé, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter... Alors, je vais parler... Pour l'image, je vais être un peu plus prudent, puisqu'avec les nouvelles technologies de super résolution, on peut peut-être aller un peu plus loin, mais en attendant, si on numérise, par exemple dans les années 80, dans un certain format numérique, eh bien, si on veut un peu plus de qualité, il faudra repartir à nouveau de l'original s'il existe encore. Raison pour laquelle l'INA conserve pour l'instant toutes ses archives physiques, hein, puisque l'archive sonore, ce sont aussi des objets qui sont conservés par centaines de milliers en région parisienne. Très bien. Alors, troisième extrait, là, c'est une émission de 1950 qui s'appelle « Le micro, c'est inconnu », sans blague, magazine des arts sonores mécaniques. Oui, alors là, je vais juste prendre une date de 1950 qui est importante. C'est que c'est en 1950 qu'on fait la première expérimentation de diffusion en stéréophonie grâce à un système de double émetteur. Donc on prend Paris Inter et le deuxième émetteur, on met une voix dans un émetteur, la deuxième voix dans l'autre, et vous avez de la stéréo chez vous. Voilà, c'est Théophile Gautier, Une larme du diable. Donc ça, c'est une des dates que je voulais citer. On écoute. On écoute et on commente après. Donc le micro, c'est inconnu. Voilà, alors je dors toujours pas très bien quand j'écoute ça. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'entendre, et c'est pour ça que quand on fait ce métier à la radio, en tout cas, c'est important d'écouter, d'apprendre, donc ça prend pas mal de temps, c'est de comprendre que même là, déjà, on parle de quelque chose qui n'est pas capté de la meilleure manière possible. L'espace n'est pas suffisant pour les chœurs. Est-ce que derrière, moi, je dois rajouter de la réverbération ou pas quand je fais une restauration? Alors, je ne le fais pas, mais je me pose la question. Et puis, historiquement, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas intéressant de sublimer un peu cette prise de son qui n'a pas été faite comme auraient souhaité les artistes? Voilà. Je laisse souvent des questions ouvertes, c'est plus sympathique. C'est des questions que se posent tous les restaurateurs, à l'image aussi. Hein. Est-ce qu'on va améliorer quelque chose qu'aurait voulu le chef opérateur de l'époque et n'a pas pu avoir? On continue notre petit chemin à la radio, mais là on va voir enfin des images. Deux extraits d'une émission qui s'appelle En Direct 2, première chaîne de la RTF. C'est le 25 novembre 1961. Petite anecdote de 1961. En 61, c'est le mur de Berlin, ça c'est pas très drôle. On a l'apparition des premiers micro-cravates à la télévision. Alors, il y a la disparition d'un homme de radio que peut-être vous connaissez, Jean Toscane, qui était un très grand speaker de la radio. La mise en place du carré blanc à la télévision. Voilà. On va s'arrêter là. Ah, le petit conservatoire de la chanson, Mireille. Ah, voilà, ça a fait des belles archives. Voilà. On s'arrête. Alors, on va partir là à la découverte d'un sorcier. Sorcier du phonogramme. Voilà, c'est un peu du bricolage, la restauration sonore, toujours. Alors, ça l'est toujours un peu, puisqu'il y a une préparation du support. Alors, une particularité dans la restauration des documents de la radio, c'est que c'est une seule et même personne qui fait toutes les étapes, depuis le travail sur le support lui-même jusqu'à la restauration sonore. Donc, ce ne sont pas des métiers qui se succèdent. Et donc, on apprend à maîtriser l'ensemble de toutes ces étapes, y compris, comme ce qu'on vient de voir là, une reconstruction physique du média, en l'occurrence là, du disque ou de la bande quand on a des chandelles ou des choucroutes. Hein. On choisit le vocabulaire que l'on veut. D'accord. Alors donc, on a entendu, quand on fait ce petit collage, quand le saphir va passer, ça va faire un top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce top? Eh bien, je vous le donne en mille. On va tenter de l'enlever. Eh ben, on va faire du détopage avec Nadine.
Vous êtes bon couturier, vous aussi ou... Oui, c'est une remarque qu'on ne fait qu'aux femmes quand on est un producteur de radio. Là, nous sommes dans les années 60. Dans les années 90, j'arrive à l'INA au début des années 90, on continue à travailler au ciseau et au collant, même si certains systèmes existent déjà depuis les années 80. Vous avez un appareil américain qui s'appelle le Packburn qui faisait en fait des trous de son à l'endroit où il y avait les fameux tops, là comme ici. Et puis, on a d'autres outils qui arrivent, mais en tout cas, on n'a encore pas d'ordinateur pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est arrivé pendant les années 90. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la discussion, mais en tout cas, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on est vraiment, et là, je pense qu'on pourra le dire, dans l'artisanat. Et on l'est toujours, parce que ce n'est pas parce qu'on est passé en numérique qu'on perd notre statut d'artisan du son. Je pense que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces... informations techniques. Déjà, on voit à peu près en quoi consiste la restauration du son. Alors, on va peut-être parler conservation, mais restauration aussi d'éléments sonores avec vous, Enrico Camporesi, puisque, donc, je l'ai dit, vous êtes le conservateur, vous êtes en charge des films d'artistes au au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. Et alors, est-ce que vous utilisez vous-même les petits clics, les plops et la restauration physique d'objets qui sont à la fois donc, des films donc reproductibles, mais aussi des objets artistiques en soi? Oui, alors, juste une précision. Effectivement, aujourd'hui, je vous ai proposé un parcours qui parle plutôt de la conservation que de la restauration. Ce sont deux activités qui sont parfois même opposées. Ça peut paraître bizarre, mais effectivement, ce n'est pas le même type de gestes. Mais en tout cas, j'allais dire juste pour... je ne m'occupe pas directement d'opérations de restauration dans ce sens, mais je me suis beaucoup intéressé à ce que la restauration produit et quelles sont les bases en fait, pour travailler sur une restauration. Et sur ce type d'objet dont je vais vous parler un petit peu plus, j'avais juste envie de dire c'est des œuvres, des objets pour lesquels il ne faut surtout pas enlever les tops. En fait, ça peut paraître juste comme ça assez simple, mais effectivement, on a affaire avec une production qui travaille disons, de manière non canonique. Alors, on a évoqué déjà la notion de bricolage. C'est parfois effectivement du film bricolé. Parfois aussi, les restaurations des films expérimentaux sont bricolées. Il y a une certaine porosité entre le bricolage et la restauration. Mais voilà, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a affaire avec des objets qui s'écartent de la norme et qu'il faut donc essayer de transmettre voilà, dans leur écart et pas de les normaliser à travers des opérations de reconditionnement ou restauration ou réparation de sorte. Donc en fait, je ne sais pas si on commence à dérouler les exemples. On peut commencer, mais juste une question quand même. Oui. J'imagine qu'il y a aussi un travail d'historien d'art pour savoir si, quand vous avez passé tel film de 1962, le son bizarre qu'on entend était là en 1962 ou s'il est apparu depuis. Oui, alors sur ça, effectivement, alors je parle aussi sous le contrôle de mes collègues qui travaillent avec moi à la collection film du musée. Mais effectivement, c'est toujours un partage de compétences et de connaissances. C'est-à-dire qu'effectivement, vous évoquez un travail d'historien. Alors, les restaurateurs ne doivent pas nécessairement être aussi historiens. Mais effectivement, c'est une conversation plutôt dans laquelle, à travers laquelle la restauration a lieu. Donc, effectivement, il y a une partie de comparaison des versions disponibles. La question des versions est une autre grande question. Bon, dans les images en mouvement, le cinéma en général, mais le cinéma expérimental de manière particulièrement aiguë. Donc, il y a un travail de comparaison et de repère de la meilleure version disponible, de celle qui s'approcherait le plus d'un original qui, parfois, il n'est pas dit qu'il soit présent. Parfois, l'original est absent. C'est une des grandes leçons de travailler quand on travaille avec le multiple, les copies. Et donc, effectivement, on peut parfois, comme il y a une histoire de même d'artistes eux-mêmes qui revisitent leur propre travail, autre grand problème, à un moment et qui les montrent dès leur vivant de cette manière. Donc, on a
à faire avec, effectivement, la question se pose de voir quelle version restaurer, quel type aurait proposé, projeté même simplement, juste pour qu'on puisse la situer et la contextualiser. C'est-à-dire qu'en fait, très banalement, vous pouvez... il a été projeté la semaine dernière un film de la collection Enthousiasme de Dziga Vertov, un film de 1930, mais qui a pour beaucoup a circulé dans une resynchronisation effectuée par un cinéaste expérimental, Peter Kubelka, en 1972. Donc beaucoup de personnes ont vu cette copie et ont eu cette connaissance du film. Donc c'est qu'une histoire de ce type, de cibler le bon objet à restituer ou à montrer. Ah ben, vous parliez de Peter Kubelka, on va commencer avec lui. Oui, j'étais né. Alors, je parlais beaucoup d'écart à la norme. Je fais un écart, vous m'excuserez. Normalement, pour Peter Kubelka, donc le grand cinéaste, un des chefs de file de l'école expérimentale, du cinéma expérimental, donc cinéaste autrichien qui fête cette année ses 90 ans. Il travaille essentiellement dans un film 35 mm, il a fait quelques films à 16 mm, et aucune copie numérique de ces films n'existe. Alors, il y a des copies pirates, hein, c'est toute une tradition qui existe aussi. La copie pirate, surtout dans le film expérimental, c'est très important, a quand même permis au moins un aperçu de l'œuvre. Et donc, ce que je vous montre, c'est pas c'est un extrait d'une copie pirate d'un film de Peter Kubelka, son film le plus célèbre, qui s'intitule Arnulf Rainer, et qu'il a réalisé entre 1958 et 1960. On peut montrer l'extrait. Oui, j'ai sélectionné des extraits très courts. Le film, il n'est pas très long. Hein, donc il n'est pas encore restauré, vous n'avez pas encore détopé là. Alors voilà, justement, là, c'est qui du top. Effectivement, au-delà du fait que vous avez vu un artefact qui porte des signes de différents transferts analogiques et numériques, c'est un télécinéma pirate, encore une fois, numérisé. Et alors la toute petite échelle, je ne sais pas si elle était prévue, mais bon, c'était assez marrant. En tout cas, c'est une carte postale du film, ça ne ressemble pas du tout à ça. Mais l'important... Non, c'est gros spoiler. Voilà. En tout cas, c'est un film qui est composé, alors la radicalité du projet est manifeste, 4 éléments essentiellement: image transparente, image noire, bande de son entièrement vide, bande de son entièrement saturée, donc bruit blanc. Effectivement, c'est un film qui est composé avec une partition, hein, on va dire. En gros, ça sent effectivement tourner, mais juste en programmant l'alternance des images et du son. Il est effectivement travaillé à la manière un peu d'entailleur aussi, parce que le montage est un montage sans Steinbeck, sans Moviola. Donc, le film est donc un peu un manifeste de ce que serait le cinéma expérimental. En gros, l'idée ou le vrai cinéma, selon Kubelka, on a affaire avec un médium et une forme d'expression, pour aller vite, qui n'hérite pas d'autres arts. Non, il n'y a pas de littérature derrière, il n'y a pas de peinture non plus. Il y a les éléments, surtout pas de théâtre, il y a les éléments essentiels du médium qui permettent de produire une forme distillée pure de cinéma. Donc là, effectivement, la réduction, le geste est radical. En fait, c'est seulement ce que ce film peut faire, seulement le cinéma peut le faire. Hein. Évidemment, après, on peut tisser des liens avec d'autres formes d'abstraction, une histoire de l'art, Carré blanc de Malevich, etc. Mais les médiums sont proprement parlés ceux du cinéma. Alors, Kubelka est doublement important. Aussi parce qu'il est l'initiateur de la collection de films du Musée national d'art moderne. Donc il est parmi les initiateurs, mais en 1976, il sélectionne avec d'autres personnes. C'est une histoire qu'on a reconstruite récemment. Là, les premiers 300 films qui seront acquis pour la collection. Et il avait lui-même une connaissance premièrement de la conservation-restauration, puisqu'en 1964, il avait cofondé le Filmmuseum de Vienne. Et également, il avait participé au comité de sélection de l'Anthology Film Archives, qui est une autre archive et cinémathèque fondamentale pour
l'exposition du film expérimental. Alors, il y a un petit problème de restauration qui s'est posé sur ce film. Pas tellement de restauration. Alors, restauration, c'est un mot dont le spectre sémantique est très, très vaste. Je dirais, il y a une question de version qui s'est posée. En 2012, Kubelka est revenu sur ce film. Il en a fait une version élargie, qui s'intitule Monument Film, pour lequel il a produit une copie en négatif de ce film, donc qui s'appelle Antiphone, c'est un peu la némésis de son film, donc les blancs deviennent noirs, les noirs deviennent blancs et la bande de son s'inverse. Et ce qu'il a constaté, c'est évidemment non seulement qu'il prévoit une projection de deux simultané avec deux projecteurs 35 mm. Donc non seulement qu'entre deux copies, il s'est produit un écart de luminosité dû parfois au projecteur, des choses comme ça, mais également que le bruit blanc qu'on est en mesure de produire aujourd'hui en 2012 ne ressemble pas du tout à celui qui était produit. Alors à l'occasion, c'est une anecdote, il avait été produit... Kubelka était en exil volontaire en Suède et il avait été produit en 1958 par la radio nationale suédoise, le bruit blanc qu'il a utilisé. Donc il y a effectivement, le son est symptomatique aussi d'une évolution technologique lorsqu'il revisite son propre travail. Très bien. Alors, deuxième extrait, alors, je ne sais pas si Kubelka l'avait inclus, lui, dans la collection. Oui, totalement. Un film de Kenneth Anger. On le regarde d'abord et on le commente après. Alors, Kenneth Anger, Scorpio Rising, 1963. Je vous montre un extrait, je vous en parle un peu après. Allez-y. Donc, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ce film, que vous peut-être connaissez déjà, c'est le blockbuster du film expérimental. C'est un des films les plus projetés, une espèce de... alors, en anglais, on dirait la gateway drug, l'espèce oui, la drogue qui vous amène à découvrir d'autres drogues, donc d'autres films du cinéma expérimental. Le deuxième motif, alors Kenneth Anger a disparu en 2023, c'était un petit hommage aussi. Je voulais juste, je proposais un petit parcours avec 4 autres extraits qui, disons, suit la piste du documentaire dans le film expérimental. Alors, ce film, on pourrait considérer un terrain ethnographique auprès d'une bande de motards de Brooklyn, donc réalisé en 1963 par Kenneth Anger, qui y suit. Alors, ce n'est pas un documentaire, mais il fait son terrain. Il passe du temps avec les motards. Il regarde comment ils s'occupent de leur moto, comment ils s'occupent de leur blouson, comment ils s'occupent de cirer leurs bottes. Et surtout, donc, il observe les rituels, en quelque sorte. La question du rituel est très présente dans ce film, de manière très sérieuse. Et il compose cette bande-son, qui est une des bandes-son les plus célèbres encore du film expérimental. Elle est composée de 13 tubes de l'époque, de 62-63. Donc là, I Will Follow Him, c'est Little Peggy March, qui est présent avec une autre chanson dans le film. Et par contre, comme vous avez entendu, les morceaux s'enchaînent, c'est vraiment wall-to-wall, diraient les Anglais, c'est du début à la fin, de manière sans interruption, un morceau après l'autre. Mais surtout, lorsqu'on approche la dernière partie, le bruitage commence à rentrer dans la piste son et devient de plus en plus présent jusqu'à la dernière course-poursuite qui se termine de manière tragique. Ce qui m'intéressait là, c'était... il n'y a pas tellement de questions de restauration à proprement parler, mais il y a une question sur la transmission de ces objets, puisque, en fait, on a souvent pensé que Anger s'appropriait en quelque sorte de la culture pop de manière indépendante, voire sauvage. En fait, c'est un des rares exemples dans lesquels il a réglé les droits pour chaque morceau. Donc, c'est un film très important de ce point de vue, parce qu'il s'intéresse à la conservation, restauration de ces objets. Là, il n'y a aucun problème pour le passer. Tout a été traité par le cinéaste même, ce qui est assez rare quand il s'agit d'appropriation de musique pop. Et la dernière chose, c'est peut-être, comme vous l'avez déjà compris, mais c'est très évident si vous vous intéressez à ce type de production, mais
ce qu'on nomme cinéma expérimental est d'une amplitude gigantesque. Donc, évidemment, ça n'a pas empêché le plus radical des cinéastes expérimentaux de sélectionner un film totalement pop et accessible, on va dire, pour les premières sélections de films de cette collection. Oui, on va voir des choses très différentes, effectivement. Alors, le film d'après est à peu près la même époque, 1965, Viet Flakes. Oui, c'est un film de Caroline Schneemann, un film qu'elle co-réalise avec James Tinney, son compagnon de l'époque. Je les ai associés parce qu'effectivement, avec Scorpio Rising, parce qu'effectivement, il y a encore l'utilisation de la musique pop, du matériau trouvé, on pourrait dire, mais d'une manière totalement différente. Donc, un autre court extrait de Viet Flakes. On y va. Donc, ce qui m'intéressait ici, alors déjà, c'est le résultat d'une collaboration, d'une véritable collaboration, et le son et les images sont pensés avec son compagnon. Donc, Caroline Schneemann, artiste américaine, qui est surtout connue pour un film qui s'appelle Fuses, qui est un film dans lequel elle se filme justement avec son compagnon dans des scènes de sexe non simulé. Et qui est un film qu'elle pend sur pellicule directement, etc. Un des grands films d'expression d'une subjectivité de femme. Alors pas nécessairement féministe, elle ne se réclamait pas nécessairement à l'époque du mouvement, mais en tout cas un de films les plus marquants de cette époque. Au même moment, donc, et dans le même espace, dans leur maison, elle réalise Viet Flakes, donc, qui est un film de réaction à la guerre du Vietnam, comme vous l'avez compris par les images. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, alors les deux, c'était Caroline Schneemann et James Tinney s'étaient rencontrés en 1955. Et j'avais juste noté une chose à propos de leur rencontre. Lorsqu'ils se sont présentés pour la première fois, Schneemann lui aurait dit « Je suis peintre et je traite l'espace comme si c'était du temps ». Et James Tinney lui aurait répondu « Je suis musicien et je traite le temps comme si c'était de l'espace ». Et c'est effectivement un peu ce qui se passe dans leur collaboration. Il y a la spatialisation du son dans le montage sonore de Tinney assez présente. C'est lui qui a cette idée du collage sonore dans lequel il y a de la musique pop, il y a aussi d'autres choses, il y a des chants laïques, profanes et sacrés vietnamiens, il y a aussi de la musique ancienne, mais on retient surtout ce montage pop. Et Schneemann filme à l'aide d'une caméra bricolée avec une espèce de loupe placée devant l'objectif des photos d'actualité des guerres du Vietnam, d'atrocités commises notamment par le napalm, l'utilisation du napalm au Vietnam, issues de sources alors non états-uniennes. Hein, c'est ça qui est intéressant. L'iconographie ne provient pas de la presse américaine. Et l'intérêt dans la juxtaposition, justement, il ne faut pas tellement voir comme peut-être chez Kenneth Anger une critique, une forme ironique. Au contraire, elle souligne cette coprésence, l'obscénité du fait que ces deux choses puissent coexister. Donc à la fois la brutalité de la guerre et la radio FM en quelque sorte, hein, le tuning ou disons un peu léger, disons, entre différentes sources sonores quotidiennes. C'est un peu ça qui est mis en avant dans Viet Flakes. Et alors, c'est pas nécessairement, il y a du document, je ne sais pas s'il y a du documentaire, mais en tout cas, c'est un film suscité par l'actualité. Voilà, c'est une réaction directe aux événements. Je ne sais pas où vous avez trouvé le documentaire dans le film suivant, mais vous allez sans doute nous l'expliquer. D'un pape là, du cinéma expérimental, Norman McLaren. Dots, on regarde d'abord l'extrait Oui, on minute après. Il est très court. Oui. 1940. Oui, alors le film n'est pas beaucoup plus long que ça. Il est juste un générique qui dure presque 1 minute, mais sinon c'est à peu près ça. Alors, il n'y a pas peut-être du documentaire, mais il y avait un mot dans le lexique du cinéma documentaire qu'on emploie qui est parler de cinéma direct.
Alors, quand dans le cinéma expérimental, on parle du cinéma direct, on parle de direct au sens de l'intervention directe sur pellicule, souvent. Donc, le film est réalisé, donc un film peint, donc Norman McLaren, artiste canadien né en Angleterre, il s'inscrit totalement dans la veine de l'abstraction picturale de cette période. En fait, c'est un film qu'il fait suite à... C'est pas tout à fait une commande, mais avec une rencontre avec Hilla von Rebe, qui dirigeait le Museum of Non-Objective Art, donc ce qui deviendra le Guggenheim. Donc, il y a ces liens directs avec les arts plastiques, et c'est un film peint donc à l'encre de Chine noire sur pellicule transparente. Les couleurs sont ajoutées au tirage, et ce décalage que vous voyez dans les taches, c'est dû au tirage de 2 copies superposées qui créent cet effet de relief. Non, mais, et le son est effectivement directement peint sur la piste optique. Donc, avec des petits traits, et la distance entre ces traits détermine la gravité ou l'aiguïté d'un son. Donc, ce qui m'intéressait ici, c'était effectivement de voir comment on pourrait aussi, ce mot cinéma direct pourrait être entendu de manière très très matérielle, et comment voilà, on avait la version visuellement et parlante également de manière sonore. Voilà. Vous avez un son qui est produit directement par l'image. Très bien. Alors, 2 extraits encore d'un même film, hommage encore, j'imagine, c'est pour ça que vous l'avez choisi, un film de Richard Serra qui vient de mourir cette semaine à 85 ans. Oui, donc alors j'ai choisi, c'est un film qui co-réalise en 79 avec Clara Weyer-Graf. C'est un film que Philippa Amichaud a présenté la semaine dernière, donc justement avec enthousiasme de Vertov, juste dans la salle à côté. Il y a 2 raisons. Alors oui, je parlais du cinéma direct. Effectivement, il n'y a pas que cette, disons, version alternative du mot. Il y a effectivement des artistes qui ont épousé, en quelque sorte, pas le cinéma direct, ou une forme de cinéma vérité, notamment dans la première partie du film. Donc, on peut peut-être montrer les 2 extraits directement, un à la suite de l'autre. Le premier extrait est issu de la première partie du film, et le deuxième de la deuxième sont assez distantes, vous verrez pourquoi. Donc, on enchaîne les numéros 10 et 11. Donc, celui-là, c'était le 11. Vous devez avoir le numéro 10. C'est pas très grave. Non, c'est les deux. Et en fait, ils ont déjà passé, ils sont très courts. C'est inversé. On a inversé les 2, d'accord. Mais c'est vraiment pas très grave. Le point est juste. Alors, le Steel Mill, c'est un film que Richard Serra, donc, qui est surtout sculpteur, même s'il a réalisé des films très tôt, à partir de 68. C'est un film sur la réalisation d'une de ces sculptures monumentales. Cette sculpture qui s'appelle Berlin Block, effectivement, qui devait être exposée à la Neue Nationalgalerie à Berlin. Et ce qui se passe dans le film, effectivement, la première partie, donc Clara Weyer-Graf, qui est sa compagne et co-réalisatrice du film, pose des questions aux ouvriers qui travaillent à la production de cette œuvre. Et les questions sont posées effectivement dans la lignée du cinéma vérité, cinéma direct, avec une espèce aussi une forme volontaire, sans doute, de naïveté dans la question. Les questions sont simples, ou alors tellement immenses, ça commence avec « Aimez-vous votre travail ?», comme si des ouvriers dans une aciérie pouvaient effectivement se prononcer en ce sens, ou qu'on attendait, disons, la vraie réponse sur ces questions. Mais en tout cas, la partie la plus peut-être réflexive du film, c'est là où il les interroge sur justement ce que vous avez vu sur le bruit de l'usine.
qui occupe toute la deuxième partie du film. C'est-à-dire la deuxième partie du film, ce que vous venez de voir en premier, c'est un noir et blanc très contrasté qui utilise les sources de lumière produites par l'objet incandescent qui est en train d'être produit, mais aussi il a tapissé de ce piste son assourdissante que Serra, alors ça c'est une partie à laquelle Serra tenait beaucoup, au point de souligner dans les instructions pour la projection que ce film devait être joué très très fort. C'est quelque chose qu'il faut ressentir physiquement au cours de la projection. Alors, l'intérêt de Serra pour la culture industrielle, il faut le préciser, il n'est pas seulement esthétique, il avait lui-même travaillé dans des aciéries jeunes. Donc, il savait qu'est-ce que c'était de passer du temps à l'usine. Et effectivement, c'est un film qui est probablement marqué, c'est pour ça que le choix a été fait de l'associer à Enthousiasme de Dziga Vertov, par l'intérêt que l'avant-garde des années 20 et 30 avait porté à la culture industrielle. Il y a aussi ça, ce qui rejoint le type de sculpture post-minimale qu'il développe à ces moments. Donc c'est les sons de l'usine. Et puis, tout dernier, Lothar Baumgarten, Origine de la nuit. On le voit d'abord ? Oui, il y a un petit twist dans le film, mais on peut le regarder. Alors, le film est un long métrage, c'est donc réalisé par l'artiste allemand Lothar Baumgarten entre 1973 et 1977. Il se présente comme une mise en scène d'un mythe toupie, un mythe décrit par Lévi-Strauss, sur l'origine de la nuit. Et effectivement, dans la forme long métrage, on est plongé dans des images qui ressemblent plutôt effectivement à la prise de vue d'observation documentaire de nature, et avec cette présence du field recording pendant toute la durée du film. Alors, le twist, il est assez simple. On est plongé dans cette jungle. On sait, probablement, on a été informé du fait que la source est ce mythe toupie. Il y a même un générique du début. Il y a une espèce de fausse, comment dire, une série de fausses pistes qui sont disséminées. Il y a des taxonomies botaniques et imaginaires qui apparaissent à l'écran de mots. Et en fait, on découvre à la fin du film que le tout a été tourné en gros à côté de l'aéroport de Düsseldorf et d'autres endroits pas loin dans la région en Allemagne. Et pareillement, donc le son, il n'est pas du tout synchrone, il n'est pas du tout du vrai field recording, c'est plus ou moins, je crois, 16 pistes de son manipulées et montées, avec des distorsions, avec des effets pour effectivement nous faire croire d'entendre je ne sais pas, des chants ou du terrain ethnographique, et effectivement tout est complètement fantasmé. Et il est, je pense, un des aboutissements les plus singuliers du vrai faux documentaire. Alors il n'y a rien effectivement faux, les prises de vue sont réelles, mais à un moment on commence à voir entrevoir à l'intérieur de cette jungle de phares postérieurs de voitures qu'on ne comprend pas comment ils pourraient passer à l'intérieur du plan, et des choses comme ça. Et effectivement, c'est paradoxal parce que justement, Baumgarten, il fait du terrain, mais après ce film en Amazonie. Donc, le film devient une manière de préparer effectivement le vrai terrain à travers justement juste le montage image-son, et de donner un aspect sensible, quasiment documentaire au mythe. Donc, c'était un peu ça le twist, si vous voulez. Merci Enrico, et bravo pour cette traversée express du cinéma expérimental ou du film d'artiste. On va rester dans l'ethnographique, puisque c'est Laurence Braunberger et Mauro Cocceano qui vont nous présenter maintenant le travail qu'ils font ensemble pour faire revoir les films de votre catalogue. Et on commence avec un film de Marc Allégret de 1925, Voyage au Congo. Oui, alors il y a quand même deux travails différents. Il y a quelques films muets sur lesquels, en effet, il
il y a des compositions musicales, soit la la musique existe toujours, on a les partitions et on peut essayer de les recréer, soit elle n'existe pas. Et là, c'est là qu'intervient Mauro pour interpréter quelque chose qui ait un sens par rapport à ce qui existait sans... Voilà, la difficulté, c'est de ne pas vouloir refaire ce qui pouvait être à l'époque, ce qui souvent était un accompagnement au piano improvisé, et que ce soit quelque chose qui ait un sens aujourd'hui et qui puisse intéresser évidemment le public d'aujourd'hui. Donc il y a ce travail-là, et puis évidemment le travail de restauration qu'on fait en permanence avec Léon sur la restauration des films sonores, et où c'est d'autres problématiques, mais je vous laisse voir donc des extraits du voyage au Congo. Vous allez. Là, on est très loin de savoir si on est fidèle au plop ou pas, parce qu'on est dans la subjectivité la plus totale, quoi. C'est le regard et la perception du musicien. Donc, ce qu'on va voir là, c'est des extraits des Voyages au Congo. Il y a 3 danses différentes, traditionnelles, mais qui sont traitées de façon différente, quoi. Voilà, quoi. On peut voir, et peut-être on en parle après. On voit et on en parle après. Alors ça pose plein de questions. On va voir auxquelles vous allez répondre, mais c'est un regard aussi que vous donnez. Oui, c'est un regard, oui, évidemment. Précisons que le film date d'il y a 100 ans, voilà, et qu'on ne regarde plus forcément les choses de la même façon, et on ne filme plus forcément de la même façon aujourd'hui. Oui, voilà. Dans le premier extrait, il y a une danse de l'excision. Et donc... voilà, c'est très déconstruit, c'est-à-dire le temps métronomique de la danse, la pulsation elle est respectée, mais c'est très aérien, en laissant une espèce de... Ce que je voulais faire, c'était, vu le thème, donner l'impression d'inéluctabilité. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est du piano préparé, et en respectant toujours la danse quand même, la pulsation de la danse, mais en le fractionnant beaucoup et en le laissant très minimal, quoi, voilà, quoi. En fait, on s'est beaucoup posé de questions concernant la musique. Il y a eu beaucoup de travail préparatoire. Là, vous avez 3 passages de musique parce qu'ils sont très caractéristiques, très originaux. Mais c'est vrai que je m'étais posé la question à un moment d'essayer de retrouver des musiques africaines de l'époque, d'essayer de faire des bandes musicales différentes à l'époque du DVD, maintenant on peut le dire, où il y aurait eu plusieurs pistes sonores. Et puis, en parlant avec Mauro, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose qui mêle un peu tout. Alors, vous avez là que des exemples, mais qui puisse avoir parfois une inspiration africaine, des choses plus modernes. Enfin, ouais. Mais c'est vrai que c'est un film qui n'est pas forcément très facile. Et pour moi, le parti pris, c'était aussi que la musique africaine soit là, mais comme réminiscence. Moi, j'ai une évocation, puisque je ne suis pas africain, donc je ne vais pas faire de la musique africaine. Mais voilà, par exemple, dans le 2e extrait, le rythme qui est joué, c'est un rythme... Enfin, j'ai fait des recherches, évidemment, des rythmes et tout ça. Et c'est un vrai rythme de cette... pas de cette cérémonie-là, parce que je n'ai pas trouvé... des trombes, là. Mais c'est un vrai rythme de ce coin d'Afrique et qui est joué toujours dans la pulsation de la danse et avec un mélange dedans des autres éléments musicaux, disons, plus occidentaux, quoi. Voilà, plus... Deuxième exemple. Alors, ça, c'est le 2e exemple. Un film, je crois, La Restauration est en cours, le film de Cavalcanti, Rien que les heures, ou elle est terminée? Alors, Rien que les heures, voilà. Alors, là, c'est plus la partition originale qui a été adaptée. On travaille pour faire une autre musique, mais voilà, on avait envie de vous montrer aussi
voilà, qu'est-ce que ça donne quand on a la partition et qu'on essaye de l'adapter. Alors, quand on essaye de l'adapter, parce que on retrouve, quand on travaille sur un film muet, il y a des images qu'on retrouve, des passages. On ne sait pas forcément exactement quelle était la bonne version, puisqu'il y a autant de versions différentes que de copies. Donc le tout, c'est d'adapter aussi quand c'est des copies étrangères et qu'il y a des intertitres. C'est pas forcément le même montage. Donc c'est une tentative de la musique telle qu'elle avait été faite, je crois, 2 ans après sa sortie. C'est de l'interprétation dans tous les sens du terme. On regarde l'extrait. Donc, grand film de symphonie urbaine, hein, Rien que les heures, Alberto Cavalcanti, 1926. Donc, là, ce qu'on entend a été réenregistré ou c'est une restauration de la musique déjà ça a été d'après le score, la partition de l'époque. Voilà, mais par un orchestre symphonique ça avait été fait à l'époque par Arte. Et c'est intéressant d'avoir la musique telle elle avait été conçue à l'époque, mais c'est pas du tout le même travail, évidemment. Après, la grande question est toujours aussi la question du rythme des images, c'est-à-dire de retrouver la bonne cadence, parce que souvent les films muets, on les a vus en accéléré et que la cadence est malheureusement jamais exactement la même. Donc, quand on trouve quelque chose qui fonctionne à un moment, c'est pas forcément d'autres moments. Et on le voit aussi sur la danse où on a du mal à trouver le naturel. Et pour la musique et le son, c'est aussi ça. C'est essayer de retrouver au maximum le naturel des images. Et puis, dernier exemple, là on s'éloigne beaucoup du documentaire, sauf si on considère comme Bazin, Rivette que toute fiction est un documentaire sur son tournage. En tout cas, c'est une petite merveille. Tir au flanc, Jean Renoir. Donc voilà, le dernier travail qu'on a fait avec Mauro, vous allez voir. On dit rien? On en parle après? Comment? On en parle après. C'est un film... totalement, c'est burlesque, donc c'est burlesque et c'est un peu du comique troupier, donc c'est pas facile, c'est assez difficile pour moi de faire les films burlesques. C'est la chose la plus dure pour moi à faire. Surtout là, c'est différent parce qu'il y a quand même un récit, mais il y a souvent dans les films burlesques, il y a un récit qui est vraiment très mince. Il y a rien, il y a juste qui se tape beaucoup sur la tête, quoi, et pour faire des effets comiques. Et là, c'est très difficile de choisir quelque chose. Alors là, il y a des extraits, des tirs au flanc, où se mélange une musique très écrite et une autre qui est quand même née d'improvisation et puis structurée par la suite. Voilà. Surtout on n'a pas d'indication du tout de ce qu'il y avait. Donc, création totale. Liberté. Je ne vous félicite pas. Non, mais la question est là aussi. Est-ce qu'on en rajoute par rapport à ce qui est déjà montré à l'image? Dans ces cas présents-là, j'ai traité un peu comme si c'était une danse. Voilà, c'était ça l'angle dans le deuxième extrait. Après, c'est sûr qu'il y a des aspects... n'importe quel musicien des ciné-concerts dira, je ne fais pas dans l'illustration. Voilà, tout le monde dit ça, je l'ai dit aussi. Mais en réalité, on fait dans l'illustration, tout est de savoir qu'est-ce qu'on illustre. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, là, c'était un peu ça, parce qu'il n'y a pas d'implication psychologique ou autre. Mais si vous voulez, quand vous faites une musique pour un film muet, vous pouvez choisir de mettre les focus, par exemple, sur un aspect qui ne l'a pas. À l'image, quoi. Voilà, quoi. Vous pouvez choisir d'être dans quelque chose de plus sensoriel, quoi. Vous pouvez jouer le lieu. Si vous avez une grande pièce énorme, il peut y avoir des sons et pas réalistes, pas nécessairement réalistes. Voilà, c'est chercher les biais comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que les films burlesques, c'est un peu le plus dur. Voilà.
Après, bon, tout ce travail de folie, parce que c'est un travail de folie, ne pourrait pas être fait s'il n'y avait pas l'aide du Centre national du cinéma, qui nous aide pour les restaurations autant de l'image que du son, et nous aide aussi pour les créations musicales. C'est important. Alors c'est vrai qu'on essaye que ça ne soit pas trop illustratif, mais le tout, c'est d'accompagner aussi les films pour qu'ils puissent être vus par un public plus large. Et donc, on essaye de faire au mieux. On va poser la même question à Rodolphe Burger. C'est pour ça que je vous ai mis stratégiquement l'un après l'autre. Vous, Rodolphe Burger, vous avez recréé la bande musicale d'un film qui en avait déjà. Un film qui date de 1914, In the Land of the Headhunters, au pays des chasseurs de têtes, film incroyable, d'Edward S. Curtis. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il était ressorti en salle il y a 10 ans. Oui, en fait, c'est une proposition, on peut dire une commande, d'une certaine manière, de Capricci, qui sortait ce film dans une version restaurée. L'histoire de ce film est assez extraordinaire, parce que c'est un film de 1914, de Curtis, très connu pour son travail de photographe. C'est lui qui a documenté toutes les tribus indiennes, et qu'on connaît le visage, au moins, des Indiens grâce à lui. Mais on sait moins qu'il a fait, en 1914, un film qui s'appelle In the Land of the Headhunters, qu'il imaginait, lui, il pensait qu'il allait faire un gros succès à Hollywood, qui allait lui permettre de financer son travail de photographe. Ça a été un fiasco total. Le film n'a pas plu du tout, n'a pas marché. On comprend très bien en le voyant pourquoi, d'ailleurs. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, les cartons sont tous des spoilers. C'est-à-dire que ils annoncent qu'il y a zéro suspense. Donc non seulement l'histoire est très filandreuse, c'est Roméo et Juliette au pays des coupeurs de tête. C'est assez difficile à suivre. C'est joué par des Indiens forcément amateurs. C'est une vraie tribu, des Kwakiutl, avec laquelle il a travaillé pendant 3 ans. Donc le film, c'est pas évidemment en tant que fiction qu'il est passionnant. Mais c'est un extraordinaire documentaire, on peut dire, mais à base de reconstitution. C'est-à-dire que Curtis a reconstitué de manière très, très libre, au fond, en s'inspirant bien sûr des rites dont les Kwakiutl avaient la mémoire, mais qu'ils n'avaient plus le droit de pratiquer depuis 1850. Les Indiens n'avaient plus le droit de pratiquer leur rite. Donc, c'est une interprétation, et on sait par ailleurs que la démarche de Curtis, même en tant que photographe, n'était pas du tout une démarche ethnographique rigoureuse. Il faisait de la mise en scène, y compris avec les Indiens. Donc, on est face à un film très étrange, qui ne tient pas debout d'un point de vue, enfin, qui est très, très compliqué à regarder en tant que fiction. On s'y perd, qui est magnifique à certains moments, par justement toutes ces scènes de reconstitution, de danse, etc., qui sont absolument sublimes. Et en plus de ça, dans la version donc, de Capricci, il y a quand même énormément de séquences qui avaient été perdues, complètement retrouvées c'est rocambolesque dans une poubelle, enfin c'est toute une affaire. Donc la reconstitution, à certains moments, on a des photogrammes à la place des séquences. Donc au début, j'étais vraiment très, très embarrassé face à cet objet. Je l'ai créé au FID à Marseille. Et surtout que j'avais une seule expérience, moi, de ciné-concert, très heureuse, avec un film que j'adore et que je continue quelquefois d'accompagner en live, qui est L'inconnu de Todd Browning, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma muet. Alors là, il n'y a pas de problème de dramaturgie. C'est absolument, tout est beau et tout est fort, et tout, etc. Donc c'est plutôt l'inverse. Il s'agit d'essayer d'être à la hauteur d'un film qui est un chef-d'œuvre. Là, il s'agit d'accompagner un film qui est en partie une archive extraordinaire, en partie aussi quelque chose de... Si on le regarde comme ça, sans musique, c'est assez difficile, assez ennuyeux peut-être. En même temps, c'est doublement une archive, parce que comme ces acteurs indiens jouent mal, ça les rend incroyablement vivants et présents, bien sûr. Donc les scènes, ils se mettent à sourire alors qu'ils ne devraient pas du tout sourire. Donc, par exemple, donc c'est un objet vraiment assez fascinant, et ça m'a beaucoup intéressé, mais ça a été difficile
le faire. Alors, comme on parle de restauration sonore, moi je me sentais, quand j'étais invité ici, j'étais à la fois très heureux, puis je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, puisque je ne suis pas du tout là-dedans. Il y a quand même un tout petit aspect qui touche au sujet, c'est que, j'ai pris des libertés incroyables hein, au niveau des sources. J'ai utilisé des voix d'Indiens de toutes sortes, pas du tout que des quacutles. Hein, ça m'a valu d'ailleurs un courrier d'un courroucé d'un universitaire canadien qui m'a accusé de faire de l'appropriation culturelle. Je ne suis pas quacutle, donc de quel droit est-ce que je fais quelque chose sur ce film? Mais alors, j'ai quand même utilisé des voix de quacutle, je tiens à le dire. J'ai trouvé à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, on a un accès à des archives sonores incroyables, et j'ai découvert que Curtis avait lui-même enregistré sur des cylindres des voix de quaculte en 1911. Et donc j'ai mêlé des voix de quaculte à des voix de Navarro ou d'autres Indiens. Et donc il y a un aspect documentaire vraiment et un aspect complètement freestyle, si vous voulez. Et je m'autorise ça parce que je pense que Curtis était lui-même un peu dans cette démarche et que la proposition de Capricci était bien sûr aussi de cet ordre. Il ne s'agissait pas, il ne me proposait pas il proposait de faire ce que je voulais, mais il existait, alors pardon, je réponds à la question initiale, il existait une musique, en effet. Une musique qui avait été écrite spécialement, commandée pour orchestre, qui a été jouée à la première à Hollywood. Il me semble que le DVD propose les deux versions. Exactement, donc le DVD que Capricci a édité, il y a eu une sortie en salle, et derrière une édition DVD où il y a les deux. Il y a la musique de l'époque, donc les musiques d'orchestre, sur laquelle je ne me prononcerai pas. Et puis il y a ma proposition qui, évidemment, est très libre et très différente. Alors là, l'extrait que je vous propose, c'est un tout petit extrait, mais c'est pour vous montrer quand même la beauté de ces scènes de reconstitution. Au tout début, vous avez une scène de mariage, puis ensuite, vous entendez un peu ces voix, là, les fameuses voix. Donc on entend un peu les quacutles. Alors, ce qui est drôle, c'est que les enregistrements originaux sont d'une très très mauvaise qualité par rapport à notre oreille d'aujourd'hui. Sur les cylindres, c'est vraiment très très corrompu, enfin, très très parasité. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en les injectant de façon très brute, sans les retravailler, sans les nettoyer, ils fonctionnent très bien dans le film. Ils traversent encore mieux que les autres voix. Bon. Et c'est assez émouvant quand même d'avoir ces... En plus, comme je pense qu'à l'époque, pour recueillir quelque chose, on demandait aux gens d'envoyer, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, les quacutles, ils envoient vraiment ces espèces de cris comme ça. Et donc, je m'en suis servi, mais à l'intérieur même du matériau. Hein. Parenthèse pour finir, je ne veux pas être trop long, mais le film de Curtis, quand même, est considéré aujourd'hui comme le premier grand film de docu-fiction. Hein, ce qui est catégorie qui a été élaborée, je crois, à partir de Nanook, de Flaherty. Mais le Nanook est inspiré de Curtis. Flaherty connaissait le film de Curtis. Il a influencé d'autres gens bien après. Il a financé Jarmusch. Jarmusch connaissait une version restaurée des années 70 de ce film, et Deadman est très nettement inspiré de certaines scènes de Curtis. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Moi, donc vous verrez ça. Au début, on entend encore un peu ces voix, et ensuite, c'est une scène une procession là sur des barques, et j'ai joué un morceau qui est un morceau. Je reprends un morceau de moi, enfin de mon groupe Catonoma. Il se trouve qu'on avait fait un morceau qui s'appelait Nightway, inspiré des Navarros, du point de vue du texte. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fabriqué un peu toute la bande son. Je précise aussi que c'est pas une bande son enregistrée en studio. Là, c'est juste la captation de ce que j'ai fait en live au FID à Marseille, parce que c'est une musique qui est destinée à être jouée en live. Je l'accompagne en live. Je suis un peu embarrassé de la proposer comme une musique vraiment enregistrée. Et j'aime beaucoup le refaire, évidemment, avec des variations. Mais disons que là, vous entendrez un morceau qui s'appelle Nightway, que je reprends, et je le joue à la guitare de manière assez sommaire, parce que j'ai tout seul sur scène. Mais la rythmique que j'ai utilisée beaucoup, les rythmiques que j'ai utilisées dans ce film sont des rythmiques house, extrêmement binaires. Et c'est un grand bonheur de faire danser des Indiens un siècle après sur des rythmiques house. Et ça m'a permis aussi, et la guitare aussi a son rôle, c'est-à-dire que ça m'a permis aussi
de mettre un peu le point sur l'importance de la musique indienne, de l'influence indienne dans la musique, dans les musiques américaines. On parle beaucoup de la musique noire, bien sûr, la musique juive, mais il y a les Indiens, c'est important aussi, et les rythmes binaires. Donc là c'est très facile, on met une rythmique house et tout de suite, on est dans un rapport chamanique presque à ces Indiens un siècle après, quoi. Enfin, du moins, c'est la sensation que j'ai quand je le fais. Donc voilà, l'extrait. On va voir tout de suite. J'espère que vous étiez vous-même en costume de grizzly quand vous jouiez, parce qu'à un moment, on a l'impression que c'est vous. Mais, merci beaucoup, Rodolphe Burger. On va terminer avec... on avait commencé avec un technicien, on finit avec un technicien, Léon Rousseau. Musicien également, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Là, on va parler de deux films de Julien Farou. Oui, alors là, c'est moins dans la restauration que dans l'utilisation créative qu'on peut faire des archives. Parce que restaurer un film et restaurer des archives, c'est pas exactement la même problématique. Alors justement, est-ce qu'on utilise un son pas restauré d'archives ou est-ce qu'il faut d'abord restaurer l'archive pour pouvoir utiliser alors, le son dans un montage d'archives? Je pense qu'il faut restaurer le moins possible les archives, qu'il faut les lire bien. Parce qu'en fait, la plupart des problèmes qu'on a, c'est pas parce que ça a été mal enregistré, c'est parce que ça a été mal lu et mal numérisé. Mais à partir du moment où les archives sont propres, on peut enfin là dans l'Empire de la Perfection sur John McEnroe, on les a plutôt salis les archives parce qu'il y avait des rushs films avec des croix, voilà, et ça appelle un bruit de pellicule, alors que nos sources sont là dans ce que vous allez entendre, la seule source son, c'est la bande nagra du monsieur qui est avec un micro derrière McEnroe, que vous allez très bien voir dans l'extrait puisqu'il est en plein milieu de l'écran. Il n'y a jamais Perchman qui était plus au centre d'un plan. Et l'extrait que j'ai choisi, il pose une question. Peut-être qu'il faut présenter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce qu'est ce film, L'Empire de la Perfection. Alors, L'Empire de la Perfection, c'est un film de Julien Farraud sur John McEnroe qui part de rushs retrouvés à l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport et de la Performance, je crois. Que Julien a retrouvé parce qu'à l'époque, la Fédération française de tennis faisait des films d'instruction en filmant un joueur par an. Et donc, il y a beaucoup de rushs. Il filmait à 3 caméras avec 3 caméras 16 en haute vitesse pour avoir des ralentis. Et il y avait tous ces rushs qui n'avaient donc jamais servi, qui étaient extrêmement beaux sur McEnroe. Et il a décidé de faire un film de cette histoire. Et le film est vraiment très très original sur sa forme et très intéressant sur ce qu'il dit. Alors il y a une particularité quand on restaure des documentaires, c'est il y a peu de différence pour moi entre restaurer une fiction et un documentaire. Pour moi, un film, c'est un film et voilà, c'est les mêmes problématiques. On n'a pas le temps de s'étendre maintenant. Mais il y a la question du son de la caméra. Dans une fiction, les caméras sifflent beaucoup. Je ne parle pas de défilement, mais de son de sifflement. Dans une fiction, quand on a un son de caméra, la caméra n'est pas censée exister dans l'espace du film, donc on l'enlève sans trop se poser de questions. Dans un documentaire, c'est plus compliqué parce que le son de la caméra, c'est la présence de la caméra et c'est l'acceptation que est-ce que la caméra change ce qu'on filme ou pas. Et c'est un peu de ça que parle l'extrait. Donc dans ce passage McEnroe, on connaît tous les images de McEnroe qui se fâche contre les caméras. Et en fait, il se fâche contre ces caméras-là parce qu'une caméra 16 qui tourne en accéléré, ça fait un bordel inouï. Dans un stade de tennis où tout le monde se tait, ça peut être assez gênant. Et donc, il se fâche contre les caméras dont on a les rushs. Et donc voilà, regardons l'extrait. On va regarder ça. Vous aurez noté un petit caméo de Pierre Richard. Il y a plein de caméos dans ce film. Autre film de Julien Farraud, Les Sorcières de l'Orient. Les Sorcières de l'Orient, qui est un film que j'adore, qui est sorti au cinéma le jour du pass sanitaire, donc qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait à mon avis. Donc c'est un film sur l'équipe nationale de handball féminin japonaise aux Jeux Olympiques de 1962. Ça a l'air un peu pointu comme ça, mais c'est une équipe qui est vraiment mythique dans le sport mondial, dont l'histoire a créé une frange, un style de manga et d'animé que nous on a vu en France à travers une série qui s'appelait Jeanne et Serge. Mais en fait, il y a plein de séries concurrentes parce que ces dames sont vraiment mythiques.
Là, l'extrait que j'ai mis, c'est plutôt à la fin du film. C'est le match, c'est la finale en fait des Jeux Olympiques de 62. Ça va plaire à Vincent parce qu'il y a de l'archive radio. En fait, on avait des images en cinémascope et en couleur du match. Alors pas complètement tout le match parce que c'est pas filmé comme de la télévision. C'était vraiment pour faire dans les Jeux Olympiques. Il y a souvent des films qui étaient faits autour des Jeux. Donc il y avait un montage qui est un genre de résumé du match, et puis il y avait des rushs. Dans le montage, il y avait de la musique classique qu'on ne pouvait pas utiliser. Et dans les rushs, il n'y avait pas de son. Donc ce qu'a fait Julien, c'est qu'il est allé récupérer l'archive radio de la NHK, de la radio NHK, qu'il a pris l'archive radio, qu'il a retrouvé la synchronisation en écoutant les bruits de ballon qui passaient dans le micro du commentateur et en synchronisant avec ce qui se passait à l'image. Le tout est en japonais, évidemment, il ne parle pas japonais. Et donc et après, en mixage et en post-production, moi j'ai recréé tout le son du match pour essayer de faire quelque chose d'immersif, d'un peu réaliste, avec un son qui est complètement 100% reconstruit, mais donc à base d'archives radio à la base. Donc on va mettre un extrait qui est proche de la fin. Voilà, allons-y. Heureusement, ils n'avaient pas coupé les bruits de ballon en croyant que c'était des tops, quoi. Regarde ça. Il faut savoir le résultat du match. Mais voyez ce film, il est vraiment formellement ultra original. Il est partout en VOD. Allez-y, c'est vraiment super. Merci beaucoup à tout le monde. On a pris un peu même carrément du retard avec des petits soucis techniques au début. Donc si une ou deux personnes ont une question, veulent réagir dans la salle par rapport à ce que vous avez vu et entendu, surtout, nous serons ravis de vous entendre. Sinon, on va vous libérer parce qu'il est déjà 13h35. On me fait des signes là-haut. Monsieur, je vous passe mon micro. Bonjour, d'abord merci pour la discussion, c'était très enrichissant. J'avais juste une question donc, sur la restauration en tant que telle. Comment est-ce que vous vous placez vis-à-vis un peu du charme et de l'esthétique que peut avoir un son qui date là où on ne se poserait pas forcément la question sur un grain de pellicule de Super 8, quelque chose qu'on trouve qui a un charme aujourd'hui. Où est-ce que vous vous placez entre restauration, amélioration du son et garder du coup ce charme de son qui peut avoir une esthétique là-dessus? La première chose, je dirais, pour la restauration du son dont on n'a pas finalement beaucoup parlé, c'est rendre ce qui doit être entendu audible, notamment les dialogues. Et c'est vrai que c'est la chose la plus importante, en tout cas pour nous, c'est qu'on puisse comprendre. Après, je passe la parole à Léon. En fait, c'est toujours une balance. Alors, sur le papier, officiellement, on ne restaure que les outrages du temps. D'abord, un gros morceau, c'est quand même de trouver la meilleure source, parce qu'on parle d'analogique et souvent de son optique. Donc chaque génération est... Donc, si on retrouve l'original, le négatif original ou le magnétique original, déjà, le boulot, il est fait... L'idée, c'est de restaurer le moins possible, donc d'avoir la meilleure source possible. Après, dans ce qu'on fait, donc, sur le papier, on ne fait qu'un travail objectif d'enlevage des défauts induits par le temps, et c'est tout. Alors ça, c'est pas complètement vrai. On restaure l'expérience cinématographique d'époque. Alors ça, c'est pas complètement vrai parce que si on va sur un DCP, de toute façon, c'est déjà pas la. Donc, de toute façon, chaque acte de restauration est une décision, est une interprétation. Et ça, il faut l'assumer. Mais déjà, chaque acte de transfert. Chaque acte de transfert est déjà. Et c'est pas quelque chose d'objectif. On décide de faire ou de pas faire. Après, sur les films qui sont si on parle documentaire, si je restaure Nuit et brouillard ou les films de Chris Marker, qui sont des films très maîtrisés, où on sait ce qu'on veut, cette voie-là, elle est assez facile à suivre, parce que tout est là et on doit préserver tout, parce que tout est pensé. Quand on est sur des documentaires quand on est sur des documentaires militants de René Wauquiez, ou qui sont faits avec 2 francs 50, très peu de moyens techniques et qui passent même pas par la case mixage, qui partent directement de la Est-ce que c'est pas aussi important de restaurer le propos? Et par exemple, si on peut aider la compréhension, est-ce qu'on le fait ou pas? Moi, je pense qu'il faut le faire.
Après, effectivement, c'est une balance entre... Enfin, si je restaure le propos, j'altère l'expérience cinématographique d'origine, même si ce n'était pas une excellente expérience. Voilà, donc c'est quelque part, il ne faut pas mettre à égalité tous les films. Évidemment, tous les films m'ont passionné comme des blockbusters. Il faut respecter les identités de chaque film, y compris les identités techniques et économiques. Mais c'est faux de dire c'est purement objectif. Et voilà, on fait des choix, on essaie de les assumer après. Et voilà, évidemment, moins je restaure, plus je suis content. Plus j'ai des belles sources, moins j'ai besoin de restaurer. J'ai beaucoup de mal avec les dénoiseurs numériques, par exemple. C'est un truc la voix humaine est quelque chose d'extrêmement sensible, d'extrêmement fragile. Et il y a une utilisation des dénoiseurs qui devient de plus en plus omniprésente, mais même pas que dans le patrimoine, même dans les films frais. Voilà. Mais si on veut pouvoir ne pas dénoiser, il faut trouver les bonnes sources et les lire le mieux possible. Oui, en écho à ce que dit Léon, je suis 100% d'accord et je pense qu'il faut remercier toutes les personnes qui s'occupent de la conservation et de la préservation du patrimoine, parce que sans ces sources, justement, sans ces bonnes sources, eh bien, on aurait bien du mal à travailler et faire revivre toutes ces archives audiovisuelles. Voilà notre démarche à nous à l'INA, parce que c'était un peu caricatural ce qu'on a montré au début, mais évidemment aujourd'hui l'idée c'est de le moins traiter possible, et j'avoue qu'après 30 ans de métier, des fois j'ai envie de rien faire, de laisser comme ça, parce que le son et l'objet sont intimement liés dans leur histoire, et que finalement c'est intéressant aussi d'écouter le son tel qu'il surgit du support physique aujourd'hui. Alina, on a envie de rien faire, je ne répéterai pas ça à votre ministre de tutelle. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, question? Sinon, on va vous souhaiter un bon appétit. Ben voilà, on vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. À vous, merci.